La France a pardonné à ses idoles ce qu'elle punit chez les autres. Jusqu'au jour où les archives, les témoins et les tribunaux ont parlé. Le 5 aprile 1946, sur le plateau de Champs-Élysées, Michel Drucker présente Whitney Houston à Serge Gainsbourg. La chanteuse américaine est au sommet du monde. Gainsbourg, lui, est visiblement ivre. Et devant des millions de téléspectateurs, en direct, il lâche en anglais la phrase que l'Institut national de l'audiovisuel conserve encore. « You are not Reagan, I want to fuck her ». L'extrait existe, il n'a jamais disparu. Il est devenu culte, et c'est précisément le problème que ce film va examiner. Gainsbourg avait fait de la provocation une méthode de travail, et il l'appliquait depuis 20 ans. En 1965, il écrit « Poupée de cire, poupée de son » pour France Gall, qui gagne l'Eurovision avec une chanson dont le double sens passe au-dessus de la tête de sa jeune interprète. Elle se sentira trahie des années plus tard et ne la chantera plus. En 1967, il écrit « Harley Davidson » pour Brigitte Bardot. En 1969, « Je t'aime moi non plus », chantée avec Jane Birkin, est interdite par la BBC et condamnée par le Vatican. En 1979, il sort une version reggae de la Marseillaise, aux armes, etc., menaces de mort, concerts annulés, anciens combattants dans la rue et l'harmonie militaire qui refuse de jouer avec lui. En 1984, il brûle un billet de 500 francs en direct à la télévision pour protester contre les impôts, un geste puni par la loi. La même année, il enregistre Lemon Incest avec sa fille Charlotte, âgée de 13 ans, puis la filme dans Charlotte Forever. Et les apparitions ivres se multiplient, plateau après plateau. Tout le monde voit, personne ne coupe. Il avait même inventé un double de lui-même, Gainsbar, pour porter ses débordements comme un personnage. Gainsbourg, né Lucien Ginsburg en 1928, avait commencé par la peinture et les petites chansons avant de comprendre que le scandale rapportait plus que la mélodie. Chacune de ces scènes a été payée par quelqu'un d'autre que lui, par la jeune France Gall, par Whitney Houston, par sa fille. La télévision continuait de l'inviter parce qu'il faisait de l'audience. Les présentateurs riaient, gênés. Des années plus tard, Michel Drucker revenait sur le moment avec Whitney Houston comme sur une anecdote amusante. Gainsbourg est mort le 10 mars 1941 d'une crise cardiaque. Son enterrement a ressemblé à une fête nationale. La foule, les fleurs, les discours officiels. La France entière l'a pleuré comme un prince des lettres. L'archive, elle, reste ce qu'elle est, un document. Un homme ivre, en direct, humiliant une jeune femme devant un pays entier. Et un pays entier qui a trouvé ça charmant. Quelques années plus tôt, un autre homme avait construit toute sa carrière sur l'insolence télévisée. Mais lui ne jouait pas les poètes maudits. Il disait exactement ce qu'il pensait du média qui le payait. « Je fais tout ce que la télévision me conseille de faire, et je m'emmerde. » En 1964, dans sa Confession d'un homme, Jean-Yann résumait son rapport aux médias qu'il avait fait connaître. Il venait de débuter aux côtés de Jacques Martin dans 1 = 3. Des décennies plus tard, un magazine télé le désignera comme « le Français le plus insulté des médias ». Yann n'était pas un comique comme les autres. Né en 1933, il avait débuté par la radio et les sketchs, avant de devenir la bête noire des directeurs de programmes. Sketch satirique, provocation calculée, attaque contre les présentateurs, contre la publicité, contre ses propres employeurs. En 1972, alors que l'audiovisuel public change de statut, il allume une cigarette en pleine émission et lance « Les gens n'aiment pas qu'on fume à la télévision », avant de fumer quand même. L'Institut national de l'audiovisuel conserve ses archives sous un titre qui dit tout, le provocateur professionnel. Il a payé son insolence. Ses émissions ont été censurées, ses passages boycottés, ses sketchs coupés au montage. Il répondait par de nouvelles insultes, en prenant soin de viser tout le monde. La gauche, la droite, les journalistes, le public. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Après, ils se démerdent. Et dans une publicité restée célèbre, il résumait son personnage en une formule. « Moi, y en a vouloir des sous. » Le cinéma l'a récupéré,
acteur chez Chabrol dans Le Boucher et Que la bête meurt, réalisateur de Tout le monde il est beau, Tout le monde il est gentil et des Chinois à Paris, chroniqueur au Cahier du cinéma. Même après sa mort, sa légende a continué de provoquer. Un livre sur lui s'intitule « Je reviens, vous êtes devenu trop con ». Il est mort en 2003. Ce qu'il laisse n'est ni un procès ni une condamnation, juste une question que son époque n'a jamais résolue. À partir de quel moment l'insolence cesse-t-elle d'être un style pour devenir une insulte? L'homme suivant n'a pas insulté la télévision, il l'a utilisée comme tremplin. Animateur, chanteur, ministre, patron de club, patron de presse. Puis un tribunal l'a envoyé à la prison de la Santé. Le 3 février 1997, à 19h45, Bernard Tapie se constitue prisonnier sous les objectifs des journalistes. Direction la Santé, à Paris, puis la prison de Luynes, dans le Sud. L'homme qui avait chanté « Réussir sa vie » purgeait sa peine. Il faut mesurer la hauteur de la chute. Fils d'ouvrier du Bourget devenu homme d'affaires en rachetant des entreprises en faillite, Tapie avait tout essayé et presque tout réussi à l'écran. Animateur de Ambition sur la première chaîne en 1986, chanteur, acteur, propriétaire d'Adidas, patron de l'Olympique de Marseille, premier club français champion d'Europe, en mai 1993. 2 fois ministre de la Ville, député des Bouches-du-Rhône, député européen avec une liste à 12%. Peu de Français ont autant occupé l'écran dans les années 90. L'affaire qui l'a mis en prison est documentée jusqu'au bout. Le match Valenciennes-Marseille, acheté en mai 1993, quelques jours avant la finale européenne. Condamné en 1995 à 2 ans de prison, il est incarcéré près de 6 mois. Le club perd son titre de champion de France. Viendront ensuite l'affaire du yacht Fosséa, 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis pour fraude, et l'affaire Testu. Sa carrière politique s'arrête là, sur des jugements, non sur des rumeurs. Des années plus tard, en 2019, un de ses anciens lieutenants, Marc Fratani, a raconté au journal Le Monde comment ça fonctionnait. À partir de la saison 1988-89, une entreprise de corruption qui ciblait les adversaires principaux, des arbitres achetés, 2 titres de champion volés à Monaco, selon les dires du directeur sportif de l'époque. Fratani avouait avoir lui-même remis de l'argent à un arbitre au lendemain d'un match contre Paris. Tapie a répondu aux accusations publiquement. Il répondait toujours, c'était sa marque. Reste le feuilleton Crédit Lyonnais, un arbitrage qui lui accorde 403 millions d'euros en 2000 autos, annulé en 2015 avec obligation de tout rembourser, un premier procès où il est relaxé en 2019, puis un procès en appel pendant lequel son état s'aggrave. Le procureur requiert 5 ans de prison en son absence. Bernard Tapie meurt le 3 octobre 2021 d'un cancer avant le dénouement. Toute la classe politique lui a rendu hommage. Tapie était adoré d'une partie du pays et détesté de l'autre. Mais ces peines ne sont pas des opinions, ce sont des jugements, avec des dates, des juridictions et des cellules. La star suivante n'est jamais allée en prison. Mais aucune autre idole française n'a accumulé autant de condamnations pour ses propos. 5 procès, 5 amendes, et un procureur qui lui a répondu par sa propre formule. En 1997, Brigitte Bardot est condamnée à 10 000 francs d'amende pour provocation raciale. Ce n'est que la première fois. La suite est un document judiciaire que presque personne ne lit entier. En 1998, 20 000 francs pour avoir comparé l'égorgement rituel des moutons aux égorgements d'humains en Algérie. En 2000, son livre « Le carré de Pluton » ressuscite une tribune sur les envahisseurs. Nouvelle condamnation. En 2004, Un cri dans le silence dénonce l'islamisation de la France. Condamnation encore. En 2008, la justice compte. 15 000 € d'amende, la 5e condamnation pour incitation à la haine raciale. Ce jour-là, absente à l'audience, Bardot écrit au tribunal qu'elle est écœurée, fatiguée et lasse. Le procureur, Anne de Fontette, répond à l'audience. « Moi aussi je suis fatiguée et lasse.
en rappelant les 4 condamnations précédentes. Et la série n'était pas finie. En 2021, 20 000 € pour injures raciales envers les Réunionnais. Entre ces dates, il y a l'icône que le monde connaît, Et Dieu créa la femme, de Roger Vadim en 1956, qui a fait connaître Saint-Tropez au monde entier, la fin de carrière au sommet en 1973, puis la vente de ses biens pour créer sa fondation pour les animaux. Et il y a une autre archive, familiale celle-là. Dans ses mémoires initiales bébé, elle écrit sur sa grossesse des mots si durs que son fils et son ex-mari l'ont attaqué en justice et ont gagné. Nicolas, né en 1960, a été élevé loin d'elle par la famille de son père. La rupture est restée publique et durable. Elle l'a dit, écrit, assumé. Brigitte Bardot est morte le 28 décembre 2025, chez elle, à Saint-Tropez. Les hommages ont parlé de la légende. Cannes a renommé une plage à son nom, son appartement a été mis en vente et une grande partie de son héritage reviendra à ce fils dont elle s'était si longtemps tenue loin. Les grèves des tribunaux, eux, gardent la trace de ce que la légende disait quand elle ne jouait plus. De la femme la plus photographiée du siècle à l'homme que la France invitait chaque après-midi dans son salon. Jusqu'au jour où l'équipage d'un avion a dû le menotter à son siège. Dans la nuit du 13 au 14 février 2007, sur un vol Air France entre Paris et Johannesburg, les passagers ne reconnaissent plus l'homme public au visage lisse qu'ils connaissent. Sous l'emprise de l'alcool et de médicaments, Jean-Luc Delarue en vient aux attouchements, à la gifle et à la morsure envers le personnel de bord. Il termine le voyage menotté à son siège et une enquête est ouverte au tribunal de Bobigny. Delarue, à l'époque, c'est la télévision de l'après-midi, ça se discute, sur France 2 depuis 1994. Des millions de téléspectateurs chaque jour, sa propre société de production, Réservoir Prod, et l'image de l'écoute et de la chaleur humaine. Celui qui faisait pleurer la France, avec les histoires des autres. Le 28 mars 2007, le tribunal le condamne pour violence et outrage envers 2 stewards et une hôtesse. Un stage de citoyenneté de 3 jours. La peine est légère. Le document, lui, est lourd. La star de la bienveillance télévisée, retenue par des menottes à 10 000 mètres d'altitude. Après sa mort, les langues se sont déliées. Les témoignages des collaborateurs ont décrit un autre homme, la terreur des plateaux, les humiliations d'équipe, les colères dévastatrices. Rien de tout cela n'est un procès, ce sont des témoignages concordants, publiés dans la presse, jamais démentis en bloc. Delarue lui-même parlait publiquement de son alcoolisme, s'affichant sobre, puis rechutant, puis s'expliquant à la télévision. Ce va-et-vient entre la confession médiatique et la réalité documentée est au cœur de sa figure. Il avait fait de sa faiblesse un programme, tout en faisant vivre l'enfer à ceux qui fabriquaient ce programme. Il est mort le 23 août 2012 d'un cancer à 48 ans. La télévision l'a pleuré en direct. Les équipes, certaines, ont pleuré autre chose. Le cas suivant est différent. Ici, ce n'est pas un équipage qui a dit stop, mais l'État français, par la voie de sa plus haute juridiction administrative. Un humoriste adoré des années 90, devenu le seul artiste du pays dont on interdit le spectacle. Le 9 janvier 2014, le Conseil d'État valide l'interdiction du spectacle Le Mur de Dieudonné à Saint-Herblain, près de Nantes. Un spectacle vivant interdit en France, au nom de l'ordre public. L'événement est rarissime. La loi ne permet plus l'interdiction a priori depuis le début du XXe siècle, et il est consigné dans une ordonnance que tout le monde peut lire. Pourtant, Dieudonné avait été l'un des humoristes les plus aimés du pays. Le duo avec Elie Semoun, formé au début des années 90, les salles pleines, le rire qui démontait le racisme, les 2 amis qui se promettaient de vieillir ensemble sur scène. Le duo a éclaté en 1997, puis la bascule, documentée soirée par soirée. En décembre 2003, sur un plateau de France 2, il se déguise en colon israélien et conclut son sketch d'un salut nazi. Les provocations répétées, la quenelle, ce geste devenu son signe de reconnaissance, mélange de salut nazi et de bras d'honneur.
Et cette phrase sur le journaliste Patrick Cohen, prononcée dans le mur. Quand je l'entends parler, je me dis, tu vois, les chambres à gaz, dommage. En 2015, le tribunal correctionnel de Paris le condamne à 22 500 € d'amende pour provocation à la haine. Les condamnations s'enchaînent en France et en Belgique. Et l'affaire produit un paradoxe que les commentateurs de l'époque ont noté. Le Front National s'est retrouvé à défendre sa liberté d'expression pendant que le ministre de l'Intérieur d'un gouvernement de gauche cherchait à interdire son spectacle avant même qu'il soit joué. Que reste-t-il? Un homme qui dit combattre le système, une justice qui documente, affaire après affaire, des propos punis par la loi, et un public divisé en deux, ceux qui rient encore et ceux qui ont fermé la porte. Le rire, justement. L'homme suivant écrivait les rires des autres, les one-man shows, les pièces, les sketchs que toute la France connaît par cœur. Une nuit de février, sur une route de Seine-et-Marne, il a croisé une voiture avec une famille dedans. Le 10 février 2023, à Villiers-en-Bière, Pierre Palmade percute une voiture qui arrivait en face. À son volant, après avoir consommé de la cocaïne et d'autres substances. Dans l'autre voiture, un homme, son fils de 6 ans et sa belle-sœur enceinte. 3 blessés graves, 3 membres d'une même famille. La femme perdra son bébé. Pierre Palmade n'était pas n'importe qui. 30 ans de succès, les sketchs, les one-man shows, les pièces pour les plus grandes, c'est lui, par exemple, qui avait écrit Pièce montée, le dernier monologue de Jacqueline Maillan, qu'elle jouait quand la mort l'a prise, au printemps 1992. L'auteur des rires français. Au procès, il a refusé d'être jugé pour homicide involontaire. Le bébé perdu ne figurait pas parmi les victimes retenues car il n'avait jamais respiré. Palmade a dit une phrase qui restera « J'ai bousillé la vie d'une famille ». Face à lui, des victimes qui racontent ne plus pouvoir redevenir comme avant. Le 20 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Melun le condamne à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, avec mandat de dépôt différé. Il n'a pas fait appel. Le procès a aussi livré le récit de 35 ans d'addiction, raconté par l'intéressé lui-même. Des décennies de drogue, de soirées, de mensonges à son entourage. Après la condamnation, il a demandé à purger sa peine sous bracelet électronique. Sa propriété de Célie-en-Bière, longtemps liée au drame et à une enquête, a fini par être vendue. La France qui riait de ses sketchs a découvert, en une nuit de février, ce que couvrait ce rire-là. Après l'humoriste, le géant. L'homme que le président de la République décrivait comme celui qui rend fière la France. En mai 2025, un tribunal de Paris a écrit un autre mot à côté de son nom, coupable. Le 13 mai 2025, le tribunal correctionnel de Paris condamne Gérard Depardieu à 18 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle sur 2 femmes sur le tournage du film Les Volets Verts à l'été 2021. 2 ans de privation du droit d'éligibilité s'y ajoutent et l'inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Il a fait appel. Le second procès s'est tenu du 16 au 20 novembre 2025. La précision s'impose, et nous la devons à toutes les parties. Depardieu se dit innocent, et la condamnation de mai 2025 est une décision de première instance. Mais elle existe, signée par un tribunal, après un procès où les 2 plaignantes, une décoratrice de 54 ans et une assistante réalisatrice de 34 ans, ont été entendues. Le tribunal a même retenu la victimisation secondaire à cause du comportement de la défense à l'audience. Autour de cette affaire, une vingtaine de femmes ont décrit des comportements déplacés. C'est la première affaire arrivée au jugement. Le contraste est vertigineux. Plus de 200 films. Cyrano, Jean de Florette, les Césars, la déférence du monde entier. On l'appelait le monstre sacré. Il y a aussi le volet judiciaire plus ancien, mise en examen pour viol après la plainte déposée par l'actrice Charlotte Arnould, une affaire qui suit son propre chemin dans les tribunaux. Et dans les années qui ont précédé le procès, une série de documents publics. L'incident de l'avion en 2011 où il urine dans l'allée.
le passeport russe remis par Poutine en 2013 en plein exil fiscal et en 2023, cette phrase d'Emmanuel Macron prenant sa défense. Il rend fière la France. Le jour du verdict, il n'était pas dans la salle. Il tournait au Portugal dans un film de son amie Fanny Ardant. Le tribunal n'a jugé ni les films ni la gloire. Il a jugé 2 après-midi sur un plateau de tournage. Quelle que soit l'issue définitive, le dossier judiciaire de l'acteur le plus célèbre de France est désormais un document public, que ni les hommages ni les polémiques ne peuvent effacer. Il y a eu, avant lui, un autre visage que la France a élevé au rang de monument national. Le plus beau, disait-on. Celui-là a fini par dire lui-même, à la télévision, ce que ses admirateurs ne voulaient pas entendre. « Je ne sais pas ce que vous appelez machiste. Une gifle, c'est machiste ?» Oui, j'ai dû être machiste. Mais j'en ai pris aussi des gifles, même des femmes. Novembre 2018, émission Thé ou Café sur France 2. Celui qui parle ainsi, c'est Alain Delon. La phrase n'est pas une accusation de journaliste, c'est sa propre voix, enregistrée, disponible dans les archives. Elle pèse d'autant plus lourd que l'année suivante, en 2019, sa palme d'honneur à Cannes a provoqué des pétitions internationales. Des associations féministes, en France comme aux États-Unis, rappelaient que l'acteur avait publiquement admis avoir frappé des femmes. Il a reçu la palme, en larmes. La fin de sa vie a été un procès public à ciel ouvert. En 2023, ses 3 enfants s'unissent pour expulser sa dernière compagne, Hiromi Rollin, qu'ils accusent de maltraitance et de harcèlement moral sur personnes vulnérables. Plainte déposée, elle conteste tout. Elle décrit, elle, dans Envoyé spécial, un Delon coléreux et violent avec elle. Son fils, Alain Fabien, résumera son père en une phrase. C'était un homme violent. Et au milieu de tout cela, une fratrie qui se déchire en direct. L'aîné accuse publiquement sa sœur de mensonges et de manipulation, plainte contre plainte, jusqu'au-delà des funérailles. Il y a aussi l'ombre ancienne, celle de 1968, l'affaire Markovitch, du nom de son ancien garde du corps retrouvé mort dans une décharge. Delon a été entendu, son nom a nourri toutes les rumeurs, jusqu'au sommet de l'État. Il n'a jamais été mis en examen. C'est un fait, et c'est la seule chose que l'on peut dire. Le document judiciaire s'arrête là. Il demandera d'ailleurs, des décennies plus tard, à être enterré chez lui, auprès de ses chiens. Et c'est là qu'il repose, dans sa propriété de Douchy. Le reste est connu. Plein soleil, le samouraï, la piscine, 90 films, le visage le plus célèbre du cinéma français. Alain Delon est mort le 18 août 2023, chez lui, à Douchy, entouré de sa famille, à 88 ans. Les hommages ont parlé du samouraï. Ses propres mots, eux, avaient déjà parlé. Le film se termine avec l'affaire qui, plus que tout autre, a forcé la France à choisir. Une chambre d'hôtel à Vilnius, une dispute, 19 coups. Et une question qui, plus de 20 ans après, n'a toujours pas de réponse. Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2013, dans un hôtel de Vilnius, en Lituanie, Bertrand Cantat frappe sa compagne, l'actrice Marie Trintignant. 19 coups, selon l'acte d'accusation. Marie était là pour tourner un téléfilm sous la direction de sa propre mère, Nadine Trintignant. Elle avait 41 ans et 4 enfants. Une dispute éclate, un texto est au cœur du drame. Elle meurt le 1er août, après 5 jours de coma. Cantat était le chanteur de Noir Désir, le plus grand groupe de rock français de sa génération. Le 29 mars 2004, le tribunal de Vilnius le condamne à 8 ans de prison ferme pour meurtre. Il en risquait 15. Son ex-compagne, Christina Radi, avait témoigné en sa faveur. « Bertrand Cantat ne m'a jamais frappé ». Selon l'avocat de la famille Trintignant, ce témoignage a pesé sur la modération de la peine. Cantat renonce à son appel et est transféré à la prison de Muret, près de Toulouse. Libéré en octobre 2007, après avoir purgé la moitié de sa peine, avec interdiction de parler publiquement de l'affaire, il retourne vivre avec Christina Radi. 3 ans plus tard, elle se suicide.
Le juge qui avait décidé sa libération dira, des années après, à la télévision, « Je me suis trompé ». Quanta, lui, a fini par parler dans Les Inrecuptibles. « Je sais que j'ai commis l'irréparable. Et aussi, c'est abject d'être devenu le symbole de la violence contre les femmes. » 2 phrases, 2 vérités. Et entre elles, le fils de Marie, Roman Kolinka, qui avait répondu aux excuses du procès. « Il a tué ma mère. » Quand il a tenté de revenir sur scène, une partie du pays a dit non. Pétitions, festivals annulés, concerts retirés. En 2025, une série documentaire a rouvert le dossier et un ancien membre de Noir Désir a révélé que la protection du chanteur à l'époque avait été une décision collective. Une radio nationale a alors posé la question telle quelle. Qui peut encore écouter tranquillement une chanson de Bertrand Cantat ? Voilà où mène ce film. Des archives de télévision aux ordonnances du Conseil d'État, des amendes de la plus grande star du siècle aux menottes dans un avion. La France a longtemps séparé l'œuvre de l'homme parce que c'était plus confortable ainsi. Les documents, eux, n'ont jamais fait cette séparation. Alors, une seule question pour finir. Quand vous connaissez l'homme, que faites-vous de l'œuvre ?